du territoire, mais dans un deuxième temps, après la libération, un programme, ce programme qu'on a appelé le programme des jours heureux. Et ce programme sera mis en œuvre par les ministres communistes et seulement par les ministres communistes, envers et contre toutes les attaques menées aussi bien par le parti gaulliste de l'époque, le MRP, que par la SFIO. Marcel Paul, le 26 mars 1946, a proposé la nationalisation de l'énergie. Il a créé EDF, GDF. Et il a fait de la nouvelle entreprise un modèle social en organisant le statut du personnel. Il a voté pour la nationalisation de la Banque de France. Il a œuvré pour la création des CCOS, Conseil central des œuvres sociales, financé sur le 1% minimum des bénéfices. Ambroise Croizat, en août 1946, quand Marcel Paul avait dit « La France a eu plusieurs ministres du Travail, mais un seul ministre des Travailleurs. » Il a mis en place le vaste plan de sécurité sociale et les retraites par répartition écrasées par ce gouvernement aux ordres de la finance. C'est si juteux, les assurances et les fonds de pension. Maurice Thorez, qui a dû lutter pied à pied en octobre 1946 pour mettre en œuvre le statut de la fonction publique. En 2011, d'ailleurs, la CGT déclarait à ce sujet « Dans la fonction publique, même s'il subit des attaques sans précédent, le statut général des fonctionnaires demeure un socle progressiste. » Depuis cette date, les assauts ont été de plus en plus violents afin que le privé puisse se repaître comme une hyène des énormes restes de l'éducation nationale, de la santé, de la justice, etc. J'en profite pour vous rappeler que l'article 106 des traités européens donne aux entreprises le droit de poursuivre les gouvernements à chaque fois que des monopoles publics enfreignent les règles de la libre concurrence établies par l'UE, ce qui inclut les services de santé publique et de l'éducation nationale. Quant aux mesures dont je viens de vous parler, de Marcel Paul, d'Ambroise Croizat, de Maurice Thorez, etc., on a déjà dit, ouais, mais ça a été pris sous le gouvernement de Gaulle. Non. Non. Il avait démissionné au mois de janvier de Gaulle. Ces mesures ont été prises après. Et dès le départ, le parti gaulliste, donc le MRP, s'est opposé tout de suite à la nationalisation des banques. Et ça a été un combat très dur pour les ministres communistes que d'arriver à mettre tout cela en place. D'autant que tous les hauts fonctionnaires de l'époque étaient les mêmes que ceux du temps de Vichy. Encore une fois, mon ami Annie Lapoiris vient d'écrire un bouquin que lui aussi je vous recommande vivement et qui s'appelle « La non-épuration » de 1943 aux années 50. Voilà. Et ils ont vraiment beaucoup de travail pour arriver à faire vivre ce programme des jours heureux. Et voilà ce que déclarait Ambroise Croizat devant, je l'avais déjà dit l'autre jour, mais enfin je le répète devant l'Assemblée nationale, c'est seulement en libérant les travailleurs de l'obsession permanente de la misère qu'on permettra à tous les hommes et à toutes les femmes de développer pleinement leurs possibilités, leur personnalité, dans toute la mesure compatible avec leur régime social en vigueur. Voilà qui suffit à démontrer l'ampleur du contenu de la notion de sécurité sociale, notion que le gouvernement avait déjà tenté l'année dernière d'effacer au profit d'une vague protection sociale. Derrière ce tour de passe-passe sémantique, comme ça, en fait, il s'agit d'enterrer le principe universel de redistribution qui était inscrit dans nos institutions depuis 1945. En finir avec le programme du Conseil national de la résistance, voilà le projet de tous nos gouvernants, depuis la fin même de la guerre. Ambroise Croizat disait, ne parlez pas d'acquis sociaux, mais de conquis, car le patronat ne désarme jamais. En 2007, Denis Kessler, l'ancien militaire maoïste, devenu élève en économie de Strauss-Kahn, qui a été ensuite vice-président du MEDEF, a déclaré dans la revue Challenge, c'est une revue française, Challenge, le mode social français est le plus pur produit du Conseil national de la résistance. Un compromis entre gaullistes et communistes. Et il est grand temps de le réformer. Et le gouvernement s'y emploie. Les annonces successives des différentes réformes par le gouvernement peuvent donner comme ça une impression de patchwork, tant elles paraissent variées, d'importance inégale et de portées diverses. Statut de la fonction publique, régimes spéciaux de retraite, refonte de la sécurité sociale, paritarisme. Mais
à y regarder de plus près, on constate qu'il y a une profonde unité à ce programme ambitieux. La liste des réformes, c'est simple. Prenez tout ce qui a été mis en place entre 1944 et 1952, sans exception. Elle est là. Il s'agit, dit-il sans aucun cynisme, aujourd'hui, de sortir de 1945 et de défaire méthodiquement le programme du Conseil national de la résistance. Voilà. Toutes les attaques patronales vont dans le sens de ce que réclame ardemment le MEDEF et l'Union européenne, qui est vraiment le bail fortifié patronal. Laurence Parisot, l'ancienne patronne du MEDEF, prenait déjà le besoin d'air à IRE en 2012, la superficie. Le top priorité, disait-elle, c'est l'Europe. Et il faut oser le fédéralisme. Un gouvernement supranational, comme ça, bien loin, évidemment, du citoyen ordinaire. Et c'est pas de l'internationalisme, ça. Il ne faut pas tout confondre. D'ailleurs, Macron nous a expliqué que nous avons besoin de plus en plus d'expansionnisme. Vous savez comment ça s'appelait, ça, l'expansionnisme de mon temps, quand j'étais petite, au siècle dernier? Je peux rien dire, remarquer. Hein. Eh bien, ça s'appelait l'impérialisme, et pas la démocratie. Et quand j'entends des gens me dire oh, c'est ridicule de vouloir sortir de l'Europe, il faut juste la transformer comme si c'était un horizon indépassable. Eh bien, moi je vais vous dire, voilà ce que répondait le 28 janvier 2015 lors d'une interview le président de la Commission européenne lui-même, Jean-Claude Juncker, à la question comment l'Europe démocratique doit-elle traiter un pays qui décide démocratiquement de sortir du rang. Juncker avait répondu il ne peut pas y avoir de choix démocratique contre les traités européens. Qu'est-ce que ça veut dire? T'as signé des traités, tu dois les respecter. Oui, mais enfin, quand même, hein, si par exemple on voudrait changer, alors là, il y a l'article 48 du traité de l'Union européenne qui stipule qu'il faut un accord commun entre tous les États membres pour qu'un amendement sur le traité soit validé. Autrement dit, il faut 28 avis similaires dans les 28 pays membres, enfin 27, au même moment, pour qu'il existe une volonté commune de rendre l'Europe plus sociale. Autrement dit, il est vain d'attendre cet instant dans la probabilité qu'il arrive est quasi nulle. En revanche, ils ont trouvé le moyen de se mettre d'accord sur une résolution qui est complètement passée inaperçue dans nos médias, à la demande de la très démocratique Pologne, le 19 septembre 2019, assimilant fascisme et communisme. 535 voix pour. Évidemment, on y trouve toutes celles de la droite, hein, elle est rien inclus. Bon, ça fait pas de doute. Mais on y trouve aussi les socialistes comme Raphaël Glucksmann, les écolos comme Yannick Jadot, etc. Il n'y avait que 66 voix contre et 52 abstentions. Et ça a fait le pacte germano-soviétique, la cause du déclenchement de la Deuxième Guerre mondiale, comme s'il n'y avait pas eu ce pacte, Hitler, il serait resté tranquille peinard dans ses pénartans. Hitler qui avait déjà décidé bien avant qu'il attaquerait le 26 août. Il a juste reporté de quelques jours. Voilà. Et comme si les Occidentaux eux-mêmes n'avaient pas à rougir de longtemps à Munich d'avoir laissé en 1938 leur allié tchécoslovaque se faire dévorer par l'immonde bête nazie et la hyène polonaise, comme disait Churchill. En fait, quel a été l'objectif de cette résolution, l'objectif politique? Demander à tous les pays européens d'appliquer ce qui se fait actuellement en Pologne, en Hongrie, et d'interdire tous les partis, signes, emblèmes, rappelant le communisme. Alors, adieu drapeau rouge, faucille, marteau, t-shirt avec Che Guevara ou Karl Marx, etc. Et même bientôt les résistants, les noms des résistants sur les rues de nos villes. À Varsovie, ils ont enlevé une rue et une école qui s'appelait Dąbrowski, Jaroslav Dąbrowski, qui était un officier de la commune qui est mort sur les barricades. Ils ont enlevé le nom de la rue. Alors, mon oncle a une rue à son nom, hein, Roger Landini à Saint-Raphaël. Allez, bientôt, on va la retirer. En réalité, cette résolution d'une extrême gravité vise à ouvrir la voie à l'interdiction des partis communistes, puis des forces progressistes, puis du mouvement syndical, comme ça a été le cas en 1933 en Allemagne. Pas besoin de mettre des bottes pour entendre résonner les pas des fascistes. Et le ventre est encore fécond. Doit jaillir la bête immonde. Alors, moi, je voulais vous dire
à titre personnel, un grand bravo à vous tous. Vous tous qui avez su vous réapproprier ces méthodes transgressives de la lutte sociale. Car pour parodier Gramsci, seule la subversion est révolutionnaire et peut faire trembler l'ordre dominant. La France, disait Karl Marx, est le pays où les luttes sociales se mènent jusqu'au bout. Car aujourd'hui encore, on peut dire à ceux qui nous gouvernent, enfin je dirais plutôt ceux qui nous commandent, comme le disait Robespierre en 1792, et vous, législateurs, souvenez-vous que vous n'êtes point les représentants d'une caste privilégiée, mais ceux du peuple français. N'oubliez pas que la source de l'ordre, c'est la justice, et que le plus sûr garant de la tranquillité publique, c'est le bonheur des citoyens. Alors bravo à vous, qui rappelez à tous, comme le disait Lucie Aubrac, que résister est un verbe qui doit toujours se conjuguer au temps présent. Merci.